Bonjour les amis, et si on allait se promener du côté de la Maube, petit nom donné à l'une des plus anciennes places de Paris, la place Maubert, ce carrefour verdoyant situé dans le Paname historique, à 2 pas de la Seine, bordé par le très bruyant boulevard Saint-Germain et au pied de la montagne Sainte-Geneviève. Une place Maubert à l'histoire très mouvementée, connue aujourd'hui pour son marché réputé les mardis, jeudis et samedis. Une place qui servira de point de départ dans ce quartier intello, plus du tout prolo, pas vraiment bobo, mais où se nichent des gens et des lieux super rigolos. Allez, on est parti! La plus vieille boutique de magie du monde est ici, à 2 pas de la place Maubert. Alexandra fait des tours incroyables à vous couper le souffle. Si tu secoues correctement, tu peux avoir des vrais papiers de vacances. Et en plus, il y a même la tenue qui va avec. Allez, circulez! La police a son musée caché dans un commissariat. Il regorge d'histoires à dormir debout et certaines font froid dans le dos. Il les assassinait, il brûlait leurs têtes, leurs mains et leurs pieds dans sa petite cuisinière. Pour se remettre de ses émotions, rien ne vaut un détour par ce charmant marché avec une spécialité rare. Le gâteau à la broche de David. Il faut se garder 2, 3 mois, 4 mois. Non! La très pittoresque place Maubert n'a pas toujours eu le visage d'aujourd'hui. Ce fut autrefois un lieu de terreur et d'horreur. Et ça donne de drôles d'idées à Frédéric Gersal. J'envisage un piercing. Ah bon, ça? Oui, sur la langue. Vous n'avez jamais osé? Goran, artisan tatoueur atypique, vous fera peut-être changer d'avis. Mais attention, âme sensible, s'abstenir, ça pique un peu. Aïe aïe aïe. J'ai tatoué des gens de la rue. Vous savez, une fois qu'on est sur la table, Oui, qui qu'on peu soit, importe, on est comme ça. Pour commencer notre balade dans ce quartier étudiant, Yvan file tout droit dans un nouveau lieu, atypique et résolument moderne. Dans cet ancien presbytère se cache un bureau pour tous où le café coule à flot, avec un nom à faire rêver. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ça va? Ça, c'est une vraie surprise cet endroit ici, ce Nuage Café. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Nuage Café, c'est un espace calme qui a été conçu pour tout un tas de jeunes nouveaux travailleurs, étudiants, cadres, entrepreneurs, freelance, start-up. Toutes ces personnes-là qui ont simplement envie de se retrouver dans une nouvelle ambiance un peu plus... qui ressemble un peu à leur maison, en fait, leur deuxième maison, et dans lequel ils vont venir travailler, ils vont venir lire un bouquin, se ressourcer ou... Et alors comment ça marche? On s'abonne? Il faut payer quoi à l'heure, à la consommation? Alors, le modèle est un petit peu différent du café classique. En fait, chez nous, vous ne payez que le temps que vous passez. Et ensuite, tout est inclus. Donc, tout ce qui est snack, sucré, salé, café, thé, chocolat chaud, voilà, c'est vraiment comme à la maison. Chacun est libre de s'installer. C'est à volonté, ouais, tout à fait. Tu me montres l'endroit? Ouais, Enfin, faut peut-être que je m'abonne, non? Je vais simplement prendre ton prénom. Eh ben, Yvan. Yvan. Eh ben, Yvan, bienvenue chez Nuage Café. Je vais te montrer comment ça marche. J'adore la déco. Ouais, la déco est sympathique, on s'est bien amusé. Ah, moi, le bâtiment, il m'étonne aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un édifice religieux? C'est quoi? C'était quoi ici? Alors, effectivement, néo-gothique. effectivement, ça fait... en fait, tu as une ancienne église roumaine orthodoxe qui est installée de l'autre côté de la rue. Ouais. Et cette partie-là, en particulier pour Nuage, était le presbytère de cette église. D'où l'esprit gothique et ce caractère un peu historique. Alors là, on a qui, là, par exemple là? On va partir de l'étudiant qui est en train de réviser ses partiels. Et de l'autre côté, regarde, tu as en parallèle des start-upers en train de devenir les prochains Zuckerberg français. Oui, ils sont en train de faire de la programmation. Ils sont en train de programmer chacun, tous connectés en réseau interne sur leur ordinateur. La liberté qu'on retrouve chez Nuage, c'est de pouvoir être isolé et travailler dans son coin si on le veut. Et si tu as envie de faire une pause café, si tu as envie de discuter avec quelqu'un d'autre, bah, tu peux le faire ici. Et ce qu'on a mis en place ici, c'est une plateforme communautaire sur Internet qui permet en fait en temps réel à chaque personne de savoir qui est là et qui est son voisin. On cherche vraiment par rapport à un café classique à briser la glace. Bonjour Jay.
Alors on m'a dit que toi tu avais un profil vraiment atypique. Oui. Tu bosses sur quoi précisément? Je suis un advisor sur l'innovation pour la Fondation des Nations Unies et aussi des autres agences des Nations Unies. Ici, dans ce café, tu fais tout ça? Oui, oui. Je travaille entre New York et Paris. Donc, nuage, café, nuage, ça convient tout à fait à mes besoins professionnels. Et qu'est-ce qui te plaît tant ici? Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Les réseaux Wi-Fi, j'ai mon ordinateur, je m'installe, j'ai des contacts avec tous mes collègues un peu partout depuis ici. Et ils ont des très bons cafés aussi. Et tu viens régulièrement? Tous les jours. Tous les jours? Presque tous les jours. Jay, avant d'être nomade, tu as connu la vie de bureau, toi? Oui. Pendant 20 ans. Il y a certaines choses qui me manquent, mais pas tout. Ici, c'est vraiment la liberté de venir comme j'ai envie d'être habillé. J'ai mis les costumes cravates au placard. J'en avais un petit peu marre. Mais le rapport avec les collègues, le café du matin... Oui, c'était intéressant au début. Mais après 5 ans, 7 ans, 10 ans, c'est toutes les mêmes histoires. Ça ne change jamais. Qu'il y a eu de promotions, qu'il n'y en a pas eu de promotions, la politique du bureau. On en a marre. Et puis après un certain temps, ici, ça change tous les jours. J'ai des nouvelles collègues qui entrent dans le bureau tous les jours. Pour moi, c'est plutôt l'avenir. Il faut s'adapter, il faut pouvoir travailler dans des endroits où ça bouge énormément. On voit les grandes institutions, ils ne sont plus en train de financer des grands bureaux. Ils veulent un workforce flexible. Donc moi, je me prépare pour cet avenir. Par exemple, ici, tu payes 20 € la journée à peu près, c'est ça? Moi, je paye 250 le mois. Et ça, c'est pris en charge par ta fondation? Oui. C'est sûr que ça fait un bureau à pas cher. Merci beaucoup, Jay. Oui, je te laisse t'en travailler. prie. Ciao. D'accord, on travaille du côté de la place Maubert, mais on s'encanaille aussi. Yvan rejoint de l'autre côté du boulevard Saint-Germain Goran, un homme qui manie l'aiguille comme d'autres la souris, un véritable artiste du tatouage. Je ne sais pas pour vous, mais Yvan, c'est pas trop son truc. Toutes ces piqûres, ça lui a toujours fait peur. Bonjour les garçons. Bonjour. Je vous laisse travailler, mais je suis quand même très surpris de vous trouver ici. Parce qu'on s'attend dans cette rue à trouver un libraire, une maison d'édition, une galerie d'art, un encadreur, mais pas un tatoueur. Donc c'est un choix pour toi d'être ici? C'est complètement un choix, oui. Moi, c'est plus pour le côté historique du quartier. C'est un peu ici que tout a commencé, en proximité avec la cathédrale Notre-Dame. J'ai la chance d'exercer un métier qui, même s'il est en vogue actuellement, est quand même un très vieux métier qui existe depuis des millénaires. Donc voilà, je trouve ça... Donc tu te sens à ta place ici? Ouais, tout à fait. T'as tatoué des gens de la rue? J'ai tatoué des gens de la rue, ouais. Publicitaire, j'ai fait 2. J'ai fait dans le monde de la finance, voilà. Mais sinon, non, rien de... Pas les habitants du quartier, quoi. Les habitants du quartier, mais de toute façon, vous savez, une fois qu'on est sur la table, Oui, qui qu'on peu soit... importe. On est comme ça. Peu importe, hein. Ça fait mal. Il y a des zones plus sensibles que d'autres. Ah. Pour l'instant, ça va. Quand on s'approche du sternum, ça picote un peu plus. Je pense qu'on doit se préparer, en fait. Quand on se prépare psychologiquement à une séance de 4-5 heures de tatouage, en ce qui me concerne, ça va, c'est supportable. Tu te mets en condition. Ouais, je me mets en condition, ouais. C'est-à-dire tu te mets dans une sorte de bulle, c'est ça? Exactement, ouais. Bon là je t'empêche d'étendre ta bulle, mais... Non, j'ai fait un petit trou dans la bulle. Un petit trou d'aiguille. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces 2 tatouages-là? J'ai vécu dans le quartier, je suis passé devant Notre-Dame maintes et maintes fois. Puis j'ai été attiré par... puisqu'on regarde Notre-Dame du bas vers le haut, j'ai toujours eu ces gargouilles dans mon champ de vision. Voilà, c'est en quelque sorte un hommage à Notre-Dame. C'est mes gardiens que je porte. Parce que c'est quand même 2 gargouilles un peu particulières, on dirait plutôt les dragons, non? Ouais, c'est des gargouilles japonisantes. Comment ça s'est passé ton histoire avec le tatouage? Je suis tombé dedans déjà en tant que tatoué. J'avais deux grands cousins qui étaient tatoués, tout ça, plus âgés que moi. Donc moi, je regardais ça un peu comme un fan. Donc je suis parti me faire tatouer. Et après, ça a évolué comment? J'ai commencé en autodidacte, du coup.
Voilà, j'ai appris tout seul à tatouer. Sur qui? Sur moi, déjà, pour commencer. Ah bah oui, on commence un toujours petit par- peu, puis sur les meilleurs amis, les meilleurs potes. C'est toujours des potes? Ouais, c'est tout. Et après, ça a évolué comment? T'as appris le dessin? Qu'est-ce qui sont les étapes pour arriver à faire un bon tatoueur? La base, c'est le dessin, en fait. Hein. Tout part de là. Moi, j'ai pratiqué le dessin depuis que je suis depuis la maternelle, quoi. Le seul truc, c'est que j'ai jamais arrêté. Certains s'orientent vers la peinture, d'autres vers autre chose. Moi, ça a été le tatou. Mais il y a 20 ans, qu'est-ce qui te plaisait tant dans le tatouage? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Ça a touché tous les peuples depuis le début de l'humanité. Des peintures de guerre, de la scarification, puis des tatouages. Depuis très longtemps, on a retrouvé aussi là, une momie dans les Alpes qui a 5000 ans quand même. Il y a déjà des tatous très aboutis sur elle. Donc on voit que l'humain a besoin, en quelque sorte, de reprendre possession de son enveloppe, de la contrôler, de la maîtriser. Je pense que on est plus là dans le tatou que vraiment avoir envie de porter une gargouille ou un dragon, ou une tête de mort ou une licorne. Pour toi, se tatouer, c'est prendre possession de son corps? Je pense qu'il y a de ça. Dernier arrivé n'est pas un vrai Ah, j'en peux plus. Je suis essoufflé. Je viens de semer 2 bikers. Ah bah bravo. Moi par contre pas de tatouage. Mais j'envisage un piercing. Ah bon, ça? Oui, sur la langue. Ah bon? C'est un peu à la mode. Oui, hein. c'est à la mode. Ouais. Enfin, je voudrais bien vous voir avec ça, quand même. Non, parce que ça a un petit rapport avec l'endroit où on se trouve, cette place Maubert. C'était un lieu de vie, un lieu d'échange. Et notamment pour les jeunes, les plus jeunes, les étudiants, qui venaient écouter leur maître, dont ce fameux maître Albert qui possède la rue d'où vous venez. Eh bien, ce maître Albert venait enseigner ici la physique, la philosophie. C'était un génie universel. Ici? Oui, alors les étudiants étaient assis ou debout, un peu partout, et lui, il était perché sur un petit perchoir, et il enseignait comme ça, à voix haute. Et puis petit à petit, évidemment, à partir du XIIe, XIIIe siècle, il y a des établissements qui se sont installés un petit peu partout sur cette montagne Sainte-Geneviève, dans ce quartier latin, qui porte bien son nom, parce que c'est un quartier d'enseignement, où on apprend notamment le latin. Donc ça fait longtemps que c'est un quartier intello. Exactement. Ça n'a pas toujours été le cas, non? Alors, c'est-à-dire que c'est passé par des épreuves assez effroyables. C'est là où je voulais en venir avec cette histoire de piercing. C'est que ce lieu a été un lieu d'exécution au XVIe siècle. Et figurez-vous que c'est en pleine Renaissance, en début de Renaissance, sous le règne de François Ier, fin lettré, qui a imposé la langue française dans l'enseignement et pour l'administration. Et voilà que cet homme fait condamner à tour de bras des huguenots, des protestants, Protestants, oui. pour cause de religion réformée, avec des martyrs effroyables. Il y avait la Roue, il y avait la Potence ici. Ils étaient étranglés puis brûlés. Certains étaient brûlés vifs. D'autres, on leur arrachait la langue. Certains avaient la langue percée, justement. C'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée. Mais finalement, ça m'a refroidi assez vite. Je comprends. Oui. Ouais. Ça a duré longtemps, ces exécutions? Ça a duré, siècles, hein. ça a duré presque un siècle, oui. Frédéric, on a vraiment du mal à imaginer qu'ici, autrefois, c'était un endroit sordide, alors qu'aujourd'hui, c'est une jolie petite place avec une belle fontaine, et de l'autre côté du boulevard, un sympathique marché. Et oui, et un marché, là, il est ancré depuis des années, presque au XVIe siècle, c'est-à-dire presque en même temps que c'était un lieu de torture. Et au XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelait ici, place Maubert, une bourse aux mégots. On ramassait dans la rue des fonds de culots de pipe, et puis on revendait le tabac, 1,50 franc, 1,75 franc. Ah oui. Et ça a duré pendant une bonne cinquantaine d'années. Ça a changé, hein, parce Ah que oui, ça a maintenant, bien changé. oui, c'est quand même un quartier très très chic et Mais très gardez réputé quand même maintenant. en mémoire que c'est un lieu d'échange et un lieu de vie. Ça, c'est ça qui est fascinant, comme toutes les places parisiennes. Eh ben, je vais le vérifier de l'autre côté du Ah boulevard. bah, je vous laisse aller faire vos courses. Allez, bye hop. bye. Ah, ce charmant petit marché. On y trouve de tout. Et c'est le seul à proposer un drôle de gâteau rapporté par les armées de Napoléon en France. Mais si, allez, venez déguster. Salut David. Bonjour Yvan. Ça va ce matin? Ça va impeccable, merci. Ouais. Ça, c'est ta spécialité. Oui, et le gâteau à la broche des Pyrénées, oui. Mais c'est quoi exactement ce gâteau? C'est une recette de ma mère. C'est une vieille recette qui a plus de 200 ans en France. Ça a été ramené par les armées de Napoléon en France. Donc après, que dans les Pyrénées et l'Aveyron. Oui.
Et c'est un gâteau, donc. C'est quoi le principe alors? C'est un gâteau qui est creux. Il y a un moule conique avec une broche. Ouais. Il y a un feu vif devant. Ça tourne en permanence. Et on y verse la pâte tout le temps. Et ça après, tourne pendant combien de temps? Alors ça dépend au feu de bois, ça peut être plus ou moins long. Pour un grand gâteau, c'est 1h30. Oui. Et après, ça donne cet aspect-là. Comme un arbre coupé. Et après, on le coupe en morceaux comme Voilà, ça? on le coupe comme ça. Et après, on fait des parts Ça a directement. quel goût? Ben, Ça a quel goût? Allez-y, goûtez. Hein. C'est là. Et ça, avec une petite crème anglaise, une boule de glace, ça passe tout seul. En général, on le prend pour le repas de famille et on le finit au petit déjeuner. Vanille. Vanille et rhum. Et rhum. Ah, c'était l'endroit Allez-y, du madame, marché. goûtez, hein. Vous voulez pas goûter, madame? Il est super bon. Vous avez des fines. Qu'est-ce que c'est ça? Gâteau à la broche des Pyrénées. On va faire un test. Faut Et tout est artisanal. Hein. Faut trouver ce qu'il y a comme ingrédient. Est-ce que ça vous plaît déjà? Oui, j'aime bien, il est léger. C'est léger? Et c'est quoi comme goût? Vous avez droit à une erreur, allez. Un petit peu de rhum et de la... Vanille. Voilà, Vanille, la vanille, ah bien. bravo! Vanille. Sur deux, bravo. Vanille. vous allez Le bien rhum, goûter. je sais qu'il y a là-dedans. Et on peut le garder longtemps ce gâteau? C'est un gâteau qui est à la base sec. Moi, je le fais plus ou moins moelleux quand même. Mais sinon, il peut se garder 2, 3 mois, 4 mois. Non. Ça dépend de la conservation. Sur Ah un garde bon au frais. 2-3 mois? Sans problème, oui. Ah non, mais c'est rentable ça, C'est assez ça vaut le rentable. coup. C'est le gâteau idéal. Voilà. Comme moi. C'est le gâteau parfait. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, madame. Bonne journée. À 2 pas derrière le marché, au cœur du commissariat du 5e et 6e arrondissement que l'on surnomme le 56, se cache un musée original, celui de la préfecture de police. Toute l'histoire de la police parisienne depuis sa création au Moyen-Âge est rassemblée en un même lieu. Une pépite pour les amateurs de crime et de châtiment. Et en plus, il y a même la tenue qui va avec. Allez, circulez, il y a plein de choses à voir. Ah, la fameuse hirondelle, c'est une belle époque ça. Affirmatif. L'hirondelle a été introduite dans la police par le préfet Lépine, qui est le fondateur d'ailleurs de ce musée. Et en 1900. Et elle a perduré jusqu'en 1984 quand même. Alors c'est quoi l'hirondelle? C'est la tenue? C'est le vélo? C'est la marque du vélo. La marque du vélo, oui. Bien souvent, on confond avec la pèlerine, parce qu'effectivement, quand il roulait à toute allure la nuit, puisqu'en fait, elle a été introduite pour faire les surveillances la nuit dans les rues de Paris, il est vrai que la cape au vent pouvait donner l'impression d'une hirondelle, enfin de l'envergure d'une hirondelle. Mais en réalité, c'est réellement le vélo lui-même qui s'appelait hirondelle. Qu'est-ce que ça nous raconte, ce musée ici? Ah ben, ça nous raconte l'histoire de la police, l'histoire de la criminalité et l'histoire de la société parisienne. Vous montrez tout ça? Ben, avec Allez, hop, plaisir, circulez. allons-y. Voilà, Oh là nous là. voici devant Ah oui, typiquement. Ce sont des têtes connues. Ouais, ce sont typiquement les deux criminels en série les plus réputés en France du XXe siècle. Qu'est-ce qui a poussé Landru à devenir un tueur de femmes, un serial killer? Alors, Landru était un petit escroc. Il était marié avec 4 enfants. Il vivait de petites escroqueries et il promettait la vente d'un vélo ou ce genre de choses. Il demandait aux gens d'envoyer de l'argent. En réalité, et bien évidemment, il n'envoyait rien en retour. Il a été condamné à plusieurs reprises et au bout de la 6e fois, il risquait le bagne. Et il fallait en conséquence réagir et, s'il continuait ses escroqueries, en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas de plainte derrière. Donc c'est à partir de là qu'il a commencé à tuer? Exactement, puisqu'il ne fallait pas de témoins. Donc il tuait comment? Il était très organisé, il s'est mis à louer un joli petit pavillon à Gambais. Nous étions plein Première Guerre mondiale. Donc les femmes étaient très esseulées. Et donc lui mettait des petites annonces à nouveau dans les journaux. Il gardait le même concept. Hein. Et il promettait le mariage. Il les assassinait, il brûlait leurs têtes, leurs mains et leurs pieds dans sa petite cuisinière et se débarrassait des corps dans la forêt. Mais alors expliquez-moi, sans preuve formelle, comment il a été condamné, Landru? Effectivement, il a failli être acquitté. Lorsque on est arrivé au bout du procès, son avocat a fait un effet de manche absolument fabuleux à la fin. Moi, avec mes propres investigations personnelles, j'ai retrouvé une de ces femmes, soi-disant tuée par mon client. Et d'ailleurs, vous allez la voir rentrer devant vous dans ce tribunal. Alors là, tout le monde est éberlué, le jury dans son entier, tous les jurés tournent la tête vers la porte du tribunal, mais évidemment, rien ne se passe. Pour cause.
puisqu'elles avaient disparu, ces femmes. Et l'avocat dit, écoutez, le doute doit profiter à l'accusé. Donc vous ne devez qu'acquitter mon client. Là, on se dit, ça y est. Bravo. Et là, le procureur général, trait de génie, renverse la situation en disant, oui maître, tout le monde s'est tourné, sauf une personne. Une seule personne n'a pas levé les yeux pour regarder la porte de ce tribunal. Votre client, Landru, lui seul savait qu'il n'était pas possible qu'une de ces femmes rentre dans le tribunal. C'est vraiment le casque de Daniel Cohn-Bendit? C'est le casque attribué à Cohn-Bendit. Hein. Donc, si ce n'est oui, le véritable casque de Cohn-Bendit, en tout cas, il en avait un tout à fait similaire. Hein. Et c'est son lance-pierre, ça? Non, ce n'est pas son lance-pierre, pour le coup. Mais c'est pour vous prouver qu'ils utilisaient tout type de projectiles et que c'était un gros problème, d'ailleurs, pour les forces de l'ordre, parce qu'elles n'avaient un bouclier opaque, et donc ça ne les permettait pas de voir les assaillants. Et soit ils se protégeaient, soit ils se mettaient à nu pour réagir. Et ça a été une vraie leçon en mai 68 pour les forces de l'ordre, qui ont dû réagir après et changer leur tenue, en leur mettant notamment des boucliers transparents, pour permettre le visuel de leurs assaillants, et aussi avoir une visière, alors qu'avant ils avaient des lunettes. Alors le temps de mettre leurs lunettes, les bombes lacrymo avaient déjà fait leur œuvre. Donc là, ils ont depuis lors le plexi, la visière en plexi. Merci pour toutes ces histoires. Ça donne envie d'y revenir. Merci à vous d'être plus de venu. temps. Merci à vous d'être Je vous laisse venu. mon bâton. Allez, Hein? circulez. D'accord, ok. On vous a gardé le plus époustouflant pour la fin. La plus vieille boutique de magie du monde est tout près de la place Maubert. Yvan est comme un gamin en rentrant chez Alexandra la magicienne. Alors regarde, j'ai des cartes, j'ai des cartes normales, toi des 10, et j'ai des cartes un peu spéciales. Je te montre pourquoi elles sont spéciales, parce qu'elles sont toutes blanches. T'es d'accord que dans un jeu de cartes normal, ça n'existe pas, ça n'arrive pas quoi. Et alors, tout va bien jusqu'au moment où tu mets en contact une carte blanche sur une carte normale, parce que ça se voit. Alors attention, hein, quand tu fais rien, ça se voit pas. Mais évidemment. attention, quand tu frottes, ça se voit particulièrement bien. Non. Mais si, je te le dis. Même à moitié, je peux le faire. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Mais oui, même à la limite, même attends, mais oui, sur le tapis aussi. je peux Attends, on va frotter, se gêner. non Attends, on va faire un truc comme ça, un truc. Tu sais qu'on fait des selfies? Bah, même les cartes font des selfies. Parce que tu vois, je fais un petit truc comme ça et comme ça, C'est pas possible. Voilà. Ça, c'est en vente chez toi? Et oui. Ce jeu de cartes-là? Ouais, c'est un truc de mon père. Ah oui. Ça s'appelle l'imprimerie. De Tour de Nick magie de ton Olivier. papa. Voilà. Avec qui tu as appris la magie, alors? Ouais, bah ouais. À 15 ans, j'ai commencé. Il m'a emmené dans un congrès de magiciens, magie non-stop. Que des passionnés et tout, et donc c'est là où je me suis dit, bah ouais, je vais faire de la magie. Et là, mon père a décidé de m'aider quand il a vu que j'étais vraiment accrochée. C'est vrai que c'est la plus vieille boutique de magie exact. du monde? Du monde. N'ayons 1808. pas peur, du monde. 1808. Ouais, T'es ouais. sûr de ça? Ah, les historiens ont fait des recherches, 1808. C'est dingue, non? Alors au tout début, ils vendaient des partitions pour chanter dans la rue. Donc il y avait plein de ça, et une petite section farce et attrape, magie, physique amusante. Tu vois. Et au fil des années, ça s'est amplifié, et après mon père l'a repris en 91. Pourquoi il a repris cette boutique? Bah, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, quand papa était petit, lui il a commencé à 8 ans, il venait, il demandait jamais de cadeaux, il demandait juste de l'argent de poche. Et il achetait ses premiers tours de magie ici. Il avait des étoiles dans les yeux, et puis il dépensait tout son argent de poche là. Et après, X années après, il a racheté la boutique. Une boucle bouclée, c'est beau, non? Et maintenant, tu tends l'index. Maintenant, tu vas mettre ton index sur la pièce d'argent et tu vas te concentrer. Parce que maintenant, j'ai rendu ton index magique. Je sais que c'est dingue, mais vas-y. Appuie, on va voir si tu peux essayer de faire quelque chose de dingue avec cette pièce en argent. Appuie, appuie. T'as réussi à la faire traverser, il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou. D'accord. Mais oui, c'est incroyable. Elle est bien à Oui, l'intérieur. elle est bien à l'intérieur, oui. On est foufou, hein. Mais c'est ça qui est génial avec la magie, c'est que c'est un puits sans fond. C'est un art. C'est vrai, on invente n'arrête encore pas. plein de... Mon père, il n'arrête pas d'inventer, il en invente peut-être 5 ou 10 par semaine. Non. Ah, c'est un fou. Regarde, ça, je pense que ça peut te plaire, ça. C'est des papiers de vacances. Oui. C'est pathétique, hein, parce que j'ai pas été là, ni là. C'est l'horreur. Enfin, cela dit, quand tu veux vraiment partir en vacances, c'est simple, il suffit juste de secouer. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Parce que si tu secoues correctement, tu peux avoir des vrais papiers de vacances. Hop. Regarde. Non. Je te le dis, c'est un truc de malade. Alors, c'est un petit départ en vacances. Tu vois? En plus, Il roule des yeux, le caméraman, c'est incroyable. Non, c'est ce qu'il voulait déjà tout à l'heure, changer les billets. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je sais, ça c'est... Tout le monde demande ça d'ailleurs. Mais... Voilà, bon, bah ça, je vais le ranger parce que Non, c'est un mais usage attends. personnel. Hein. Tu Voilà. peux pas refaire des papiers de vacances?
Ah non, mais je peux te faire ça si tu veux. Qu'est-ce que tu vois? Ben, D. T'es pas loin, c'est pas si, parce que c'est pas un dé, c'est des dés, tu vois. Il y a plein de petits dés et c'est ça qui tue parce que tu peux bien sûr tout examiner. Ça, je peux l'acheter, ça? Mais bien sûr, tu peux tout acheter, à part la vendeuse. Donc si j'achète, je sais. Ah bah oui. Ah oui, parce que, attends, je crois qu'on a toujours le panneau, regarde. Toute expérience expliquée, considérée comme vendue. Ah, d'accord. On y va? Comme on dit, MERDE. Alors, Waouh. Oula, ça commence mal. Vous avez vu, c'est une corde, hein, toute simple, qui est de couleur, on va dire quoi? Bah, jaune. On peut dire jaune. Hein, elle est jaune. Elle est jaune. Vous êtes sûr qu'elle est vraiment jaune? Hop. Et voilà. Waouh. Mesdames et messieurs, le show est terminé. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir me parler sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Ciao les amis. Hé, n'oublions pas les bons plans avant de se quitter. Le nuage café pour travailler en sirotant à volonté. L'atelier de Goran pour transformer votre corps en œuvre d'art. Le délicieux gâteau à la broche de David sur le marché Maubert. Le musée de la préfecture de police au 3e étage du commissariat du 56 et ses histoires d'hirondelles. Et bien sûr, la boutique de magie d'Alexandra. Et hop, on disparaît.